Bonjour Monsieur Mehdi El Jazairi. Pour rappel, vous êtes l'auteur de Potarine, journal presque intime d'un naufragé, un livre qui a été interdit au dernier salon du livre d'Alger et qui est censuré depuis qui a été retiré dans toutes les librairies d'Alger. Avant de commencer l'interview, permettez-moi de faire une petite précision parce qu'on a diffusé déjà un premier entretien radio qui, qu'on a dû retirer à votre demande étant donné la mauvaise qualité du son. Donc voilà, c'est juste une précision pour les auditeurs qui ont déjà écouté l'interview. Et voilà, donc on va essayer de rester fidèle à nos propos, à nos premiers propos. Oui. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre est très controversé et crée une polémique qui fait réagir beaucoup d'hommes politiques en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du livre, de son contenu, et pour commencer de Potarine, la signification du mot Potarine? Oui, merci beaucoup de me faire parler, de me faire intervenir sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un livre qui m'a pris beaucoup de temps et c'est un peu l'aboutissement, si vous voulez, l'aboutissement de 22 années d'observation, parce que de mon métier, je suis sondagiste, je suis sondeur. Donc, c'est l'aboutissement de cette observation, de ces observations multiples, sociales, sur le vécu des Algériens, leur vécu. J'ai fait des sondages pour l'État, j'ai fait des sondages pour des institutions, pour des étrangers, pour des nationaux. Donc, et j'étais un peu frustré, pour tout vous dire, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir trouver dans la presse algérienne, dans les rendements, dans les institutions, je n'ai pas trouvé ce que j'ai, on va dire, observé. C'est tout le temps caché dans les tiroirs, c'est tout le temps, on va dire, censuré. Et Potarine se veut une délivrance, une espèce de liberté de raconter ce que j'ai senti et ressenti et observé dans mon pays et pour mon pays. Donc j'ai fait l'effort d'observer, de restituer les misères et les souffrances, les colères, les plaies et les larmes de mon peuple, des mamans, des papas qui voient leurs enfants se jeter à la mer, la mer à la mort. Et ça, c'est Potarine. C'est Potarine. Pourquoi le mot Potarine? C'est compliqué à expliquer, c'est très compliqué. Potarine, c'est fait de deux syllabes. Puta, c'était l'espagnol, que les Espagnols ont qualifié de puta, parce qu'il a été juif, il a été musulman, il a été chrétien, il a tout le temps trahi, et c'est lui qui a converti à l'islam. Juana la Loca, Jeanne la Folle, c'est une grande reine. C'est la fille d'Isabelle la catholique. Elle était très amoureuse d'un monsieur, un chasseur de lions, qui s'appelle Sid Ali El-Mahdi El-Idrissi. Elle voulait le rejoindre, son amant, son mari, etc. Mais c'est une histoire de légende qu'aucune histoire ne raconte, aucune histoire officielle ne raconte. D'accord. Rien ne raconte. Et Khin, la deuxième syllabe? Et elle s'appelle Khin. Khin, ça veut dire Khan, trahison. C'est aussi Sid Ali El-Mahdi El-Idrissi, un chasseur de lions, qui voulait rejoindre sa Jeanne, sa reine. Et c'est vrai, c'est une histoire réelle que l'histoire officielle ne raconte pas. Alors, Khin, c'est quoi? C'est un petit monsieur d'Oran qui vivait dans le port d'Oran il y a 5 siècles. Alors, il est aussi, lui aussi, il est musulman, il est juif et il est chrétien. Et il porte le bâton de Moïse. Et c'est lui qui a converti Sid Ali El-Mahdi au christianisme parce qu'il voulait rejoindre sa bien-aimée. Il croyait qu'elle allait finir chez les chrétiens en enfer. Et il voulait, en tant que grand musulman qu'il l'est,
rejoindre Jeanne la folle, Juana la loca, la rejoindre en enfer. C'est pourquoi il a demandé à être converti au christianisme pour être avec sa bien-aimée. D'accord. Ça, c'est l'anecdote. D'accord. Et donc le jour... Mon livre, ça prend 10 pages, hein. Ça prend 10 pages. Mais le fond, n'est pas là. Le fond de l'histoire n'est pas celui-là. Le fond de l'histoire est le récit d'un peuple qui commence à Hannibal et qui finit à Bouteflika. Enfin, fini. Je pense qu'il va continuer. Moi, j'ai fait mon livre dans les règles, comme on dit, les règles de l'art. Dans la légalité, dans la transparence, dans tout. Donc, j'ai été autorisé. J'ai eu mon ISBN. J'ai fait une conférence de presse. J'ai invité toute la presse, et les amis, et tout Alger, je les ai invités, y compris les partis politiques. Bon, voilà, j'ai fait un livre. C'est un roman, c'est pas un roman, c'est un récit, c'est pas un récit. J'ai restitué ce que j'ai observé pendant 25 ans. Mais, en fait, il est romancé, c'est vrai. D'accord. Bon, après, il y a eu ce que vous savez, après, il y a eu des choses extraordinaires et inacceptables. Après, on m'a dit non, mais je vous ai montré mon livre, mon manuscrit, vous l'avez lu, vous l'avez relu. Et pourquoi je suis interdit? Et pourquoi vous l'avez enlevé? Et pourquoi vous enlevez la police pour fouiller mes draps? Et pourquoi? C'est pas normal, monsieur. C'est pas normal du tout. Donc vous pensez que votre livre a été lu du moment qu'il a eu les autorisations nécessaires pour sa diffusion, donc il a été lu? Bien sûr, il a été lu. Il a été lu par tout le monde. Et donc justement, ça revient parce qu'il y a des bruits et il y a beaucoup d'incompréhension et beaucoup de perplexité autour de votre livre, notamment dans les forums, dans les forums où il y a des journalistes qui s'expriment, parce que votre véritable identité, en fait, c'est un secret de polichinelle. Vous écrivez sous le pseudonyme de Mohamed de Mehdi, par exemple, Mehdi Al-Jazairi, mais votre véritable nom c'est Mohamed Abbassa. Vous êtes sondeur de profession, vous êtes le patron de l'institution de sondage Abbassa.com. Donc là on se pose des questions, pourquoi le pseudonyme? Et la deuxième question, vous l'avez bien souligné tout à l'heure, vous avez travaillé pour l'État, notamment vous avez fait des sondages autour de l'audience de la chaîne algérienne, le NTV, et dans le sondage vous dites que c'est la première chaîne de télévision regardée en Algérie, et les gens se posent des questions autour de ça. Ils disent comment quelqu'un qui a travaillé pour le gouvernement algérien maintenant écrit un livre contre ce même gouvernement algérien. Donc, moi, je n'écris jamais a priori contre ou pour. J'écris par rapport à ma conscience, par rapport à mon cœur, par rapport à ce que je sais. J'écris depuis 40 ans. Je n'ai pas écrit ce livre comme ça, spontanément. J'écris depuis 40 ans. C'est moi qui ai créé avec Béchir Lezouk le journal qui s'appelle La République. C'est moi qui l'ai fait. Très bien. C'est moi qui l'ai entièrement fait et j'ai bouleversé les lectures de la presse en Algérie, du temps de Boumedienne. Ce journal n'a pas duré, comme mon livre n'a pas duré longtemps, il a été censuré aussi, il a été supprimé. Ça, c'est dans les années 70, monsieur. Je l'ai fait. Et toute ma vie, j'ai écrit sous plusieurs pseudonymes. Mjahri, j'ai écrit sous le Bourassi, j'ai écrit sous Jazairi, et pendant 5 ans, j'ai écrit aussi, d'une manière anonyme, et personne ne savait qui j'étais. Pendant 5 ans, j'ai écrit La République couscoussière. Je n'ai jamais baissé les bras, je n'ai jamais cédé. Juste pour préciser aux auditeurs, c'était une chronique que vous teniez dans le journal Al-Watan. Absolument, oui, tout à fait. Pendant 5 ans, j'ai animé cette chronique qui était c'est vrai qu'elle était un peu irrégulière. Elle n'était pas totalement, parce que j'avais des contraintes professionnelles et familiales qui ne me permettaient pas d'écrire tous les jours. Mais j'ai toujours dénoncé l'arbitraire, le hagra. J'ai toujours dénoncé dans cette chronique-là tout ce qui allait mal dans mon pays et chez moi. J'ai toujours eu. J'étais doyen d'institut. Vous savez, monsieur, j'étais le premier doyen à créer des ateliers de culture, des ateliers de danse, des ateliers de musique. Et vous savez, monsieur, le premier attaque physique, c'était les islamistes de l'époque qui se sont posés sur moi.
qui m'ont attaqué personnellement. Et ma hiérarchie ministérielle, au lieu de punir mes agresseurs, les islamistes de l'époque, m'ont puni à moi. Alors, votre question est pertinente, travaillant pour l'État. Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis comme un boulanger. Je fabrique du pain, comme un menuisier, je fabrique des meubles. Je vois à tout le monde, l'État est mon client, mais l'État n'est pas mon principal client. L'État est un petit client. Maintenant que l'État veut me soudoyer, a voulu, oui, c'est vrai. Mais quand l'État achète une étude, et moi je fais l'étude, je n'ai pas le droit de la cacher, je n'ai pas le droit de la publier, je n'ai pas le droit de... Et ce sont ces frustrations-là. Donc vos sondages, les sondages qui ont été commandés par l'État, ils n'ont jamais été rendus publics? Non, ils publient, vous savez, ils publient ce qui les arrange. D'accord. Moi j'ai pas le droit de corriger. Et ils vont dire, j'ai dit 27 millions d'Algériens regardent le NTV. Oui, je l'ai écrit, c'est mes résultats. Mais c'est par vague. Vous savez, en 24 heures, il y a des vagues, il y a les gens qui regardent le Coran, il y a des gens qui regardent la météo, d'autres regardent le JT. Mais ils regardent 2 minutes, 3 minutes, pas plus. Mais une télévision, ça fonctionne 24 heures. Tous mes sondages ont été censurés. On publie 1%, même pas, beaucoup moins. On publie 1% et le reste, on ne publie pas. Mais moi, malheureusement, je n'ai pas le droit de dire sortez-les, montrez-les, publiez-les. Ils ont payé, ils ont acheté, ils ont payé, ils les gardent dans le tiroir. J'ai fait un sondage, je le commande. C'est un ministre qui, d'abord, c'est un scientifique, c'est un ingénieur. Il s'appelle M. Boukelzada. Ce monsieur m'a commandé un sondage, il ne le connaît pas, il ne me connaît pas, c'est pas du piston, c'est pas du choix, rien du tout. Il voulait savoir, il a été nommé ministre pour la première fois, ministre de la ville. Bon, comme il est intelligent, il dit, moi je ne veux pas gérer une ville sans savoir ce qui se passe dans ma ville, dans les villes d'Algérie. Donc on a parlé, reparlé. On fait un sondage pour dire, la ville va très mal, l'Algérie va très mal. Et j'ai rencontré la Malvie. Ça m'a permis, pendant 7 mois, d'interroger l'Algérie dans de grandes villes. J'ai fait Biskra, j'ai fait Skouhara, j'ai fait Oran, j'ai fait Alger, j'ai fait Tizi Ouzou, j'ai fait toutes les villes. Avec nos jeunes filles qui posaient les questions. Comment allez-vous, monsieur, dans votre ville? Comment? Votre quartier, votre éclairage, votre hygiène, votre loisir, votre tout. Et on a conclu que l'Algérie allait très mal. C'était en 2007, monsieur. En 2007. L'Algérie allait très mal et j'ai fait des rapports sur 12 000 pages. 12 000 pages, 12 000 illustrations, des graphes, en disant ceci, d'une manière simple, sincère. Mes amis, les gouvernants, notre pays va très mal. Nous allons droit au mur. Nous allons droit au suicide. Nous allons droit à la mort. Arrêtez ça. Et après, ça fait le haraga. D'accord. Pour revenir à votre livre, justement, qui a été autorisé pour son impression et sa diffusion, après qui maintenant, en fait, il est retiré et interdit en Algérie. Justement, les gens trouvent curieux qu'il soit autorisé puis censuré et se demandent si ce n'est une façon de lui faire la publicité par la censure. Moi j'aurais bien aimé que mon livre ne soit pas boosté ou soutenu comme ça par la police qui, vous savez, quand on vous fouille votre livre, on a fouillé mes carnets intimes, mes petits bouquins d'enfance pour chercher un livre, c'est pas possible. Vous savez qu'ils ont fait à l'imprimeur, c'est un monsieur charmant, c'est un Moujahid. Ils lui ont enlevé, ils lui ont détruit ses outils de travail, ils ont enlevé les plaques, ils ont enlevé les films, c'est odieux. Bon. Après, ils ont convoqué mon fils, qui n'a rien à voir avec le livre, rien à voir. Mais pourquoi il est concerné? Ils lui ont dit, qui a acheté le livre? À qui tu l'as donné? Tes copains? Dis-nous, qui sont-ils? Où sont-ils? Mais enfin, c'est même pas le Moyen-Âge, c'est horrible. Mais Ils veulent être
des gens qui ont lu mon livre. Ça veut dire que si vous avez lu mon livre, vous êtes déjà coupable. Qu'est-ce qui fait autant de peur, justement? Qu'est-ce qui est le contenu du livre? Qu'est-ce qu'il y a? Parlez-nous un peu. À votre avis, oui. c'est... Oui, c'est la question que j'avais. Un journaliste qui s'appelle, un journaliste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mostafa Ben Fodel, a dit le livre qui ébranle la République des barbouzes. Ils ont peur. Un petit livre vous fait peur. Et Madame la ministre dit que c'est rien. Elle dit que c'est rien du tout. Mais comme c'est rien, pourquoi, comme c'est vraiment rien, pourquoi vous allez mobiliser tous les commissariats d'Algérie? Tous les commissariats ont été alertés, tous. Pourquoi vous allez, Madame la ministre, mobiliser 9 policiers pour nous envoyer chez moi? Ils ont envoyé 20 policiers à l'imprimerie. Et ils ont envoyé autant de policiers dans les librairies pour dire venez. Alors la question c'est la question à qui vous avez vendu. Est-ce qu'un libraire va demander aux gens votre nom, votre prénom, votre adresse? C'est pas possible. Dans une librairie, on prend un livre, on l'achète, on le paye, on classe. Et le contenu du livre, justement, qu'est-ce qui fait peur, autant de peur? Oui, le contenu du livre. Le contenu du livre, écoute, les gens disent que c'est tu l'insultes contre Bouteflika. Je défie quiconque. Justement, il le présente comme un pamphlet contre Bouteflika. Monsieur. Il est présenté dans la presse algérienne comme un pamphlet contre Bouteflika. C'est faux. C'est entièrement faux. Je défie quiconque de me trouver un seul mot, d'insulte contre le président. Un seul, il n'y en a pas un seul. C'est pas ma culture, c'est pas mon éducation, je ne sais pas le faire. Moi, je ne sais pas insulter, je sais écrire. Seulement écrire. Alors, pourquoi mon livre pose problème? Parce que moi, je fais des observations, des faits, l'argument est toujours l'argument. Pourquoi les gens quittent le pays? Pourquoi ils se jettent à la mer et à la mort? Les enfants se jettent, nos enfants. Bon, quand je dis nos enfants, c'est aussi nos vieux. On a trouvé des haragas qui avaient 75 ans. On a trouvé des femmes, on a trouvé des policiers, on a trouvé des... Moi j'ai trouvé, c'est moi qui leur ai parlé. Quand je parle des haragas, c'est moi qui leur ai parlé. Il y avait parmi eux des jeunes magistrats mariés, qui n'avaient pas de chambre, qui n'avaient pas de rapport sexuel à une femme à l'âge de 40 ans. Aïb. En fait, vous êtes sous contrat avec les institutions qui vous demandent de faire des sondages. Donc ces sondages-là, d'une autre manière, vous les avez diffusés dans le livre, c'est ça? Oui, c'est ça que vous voulez dire, en fait, c'est des observations de... Oui, vous avez raison. Moi, j'étais frustré de ne pas pouvoir, on va dire, raconter ce que j'ai fait comme travaux. Depuis 24 ans, je veux dire, 24 ans, je fais des travaux, mais je ne peux pas les raconter aux Algériens, à mes frères, à mes sœurs, à nos mères, je ne veux pas les raconter. Mais ce livre m'a libéré pour dire la malvie des gens, la malvie, vraiment la malvie et la non-vie. Comment, monsieur, expliquez-vous ces gens, ces jeunes, il n'y a pas que des jeunes, qui se jettent à la mer, ils se jettent pour aller mourir, ils sont sûrs d'aller mourir, mais ils se jettent quand même. Et voilà. C'est le désespoir. C'est pire que cela, désespoir, c'est pire que cela. Ils sont sûrs de ne pas arriver. Ils ont une chance sur 1 milliard d'arriver, mais ils y vont quand même. Ça veut dire quoi? Ils savent ce qu'ils quittent, mais ils ne savent pas où ils arrivent. D'accord. Mais là, ça répond pas. Comment en fait expliquez-vous le fait qu'il soit autorisé au départ le livre, après censuré? Justement, c'est ça en fait. S'ils l'ont lu, c'est que pourquoi ils ont attendu qu'il soit diffusé et puis après le censurer et le retirer? Écoutez, monsieur, vous vous posez les mêmes questions que je me pose. Moi, j'étais serein. Je pense qu'ils m'ont un peu ruiné parce que j'ai pris l'argent de mes amis, mon argent, pour payer l'imprimeur. En fait, c'est pas la première fois qu'ils me ruinent. J'ai tenté aussi de faire un journal. Et ils ont violé la loi. Je répète mes mots, ils ont violé la loi pour m'interdire de faire un journal. Bon, moi je voulais faire un livre pour raconter ce que j'ai un peu vu, et un peu écouté. Là aussi, ils font la même chose. Est-ce qu'on peut interdire, je sais pas, est-ce qu'on peut
peut interdire. Bon, là, ils ont réussi, ils m'ont interdit. Mais combien de temps ils vont interdire Benchico, ils vont interdire moi, un autre et tous les gens. On va parler et on n'arrêtera jamais de parler, jamais plus de parler. Mais dans le livre, vous n'êtes pas contenté simplement de faire un constat, par exemple, c'est axé, c'est vrai, sur l'histoire des Harraga, sur leur drame, mais quand même, vous allez un peu plus loin, parce que vous parlez, par exemple, du lobby sioniste en Algérie, etc. Donc ça, c'est des accusations assez lourdes, ce qui a fait réagir, par exemple, la ministre de la Culture, Madame Khalida Toumi, qui vous compare, en fait, elle a fait une déclaration à l'occasion du Salon des Livres que les Français, ils ont leurs révisionnistes et nous aussi, on a nos révisionnistes. Et elle a fait le parallèle avec Roger Garaudy, l'auteur du mythe fondateur. Madame Khalida Toumi m'a insulté. Elle croyait m'insulter. Elle pensait m'insulter. Bon, c'est son droit. Elle a paniqué, et elle est ministre de la Culture, entre autres. Elle me compare à Garaudy, mais quel hommage elle me rend. Monsieur Garaudy défend les mêmes thèses, les mêmes positions que l'État algérien, auquel elle appartient. Monsieur Garaudy a été un immense résistant qui a combattu les nazis. Parce que les nazis faisaient du mal aux juifs, aux pauvres juifs qui sont mes frères. Les juifs de cœur et d'esprit sont mes frères. Monsieur Garaudy a défendu les armes à la main, il a été résistant. Monsieur Garaudy a combattu le nazisme. Monsieur Garaudy a combattu le colonialisme, il a été porteur de valises. Monsieur Garaudy a été déporté en Algérie à Djelfa, exactement. Il a été un résistant honorable. Maintenant, il est taxé de révisionniste, de négationniste. Mais qui le taxe de négationniste? Ce sont les mégationnistes. Mais la justice française, la justice française, elle a tranché comme la justice française quand même, elle a tranché pour son livre les mythes fondateurs d'Israël. En fait, il est interdit en France par décision. Oui, c'est la loi Guesso. Pour être précis, c'est la loi Guesso. La loi Guesso est une loi qui ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'attaques antisionistes, d'attaques sur les sionistes. Mais la loi s'applique. Mais là, votre accusation sur les musulmans, la loi Guesso ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Mais votre Madame Khalida Toumi, elle s'appuie sur les arguments du Mossad, les arguments, je vous le dis crûment. Oui, non, je confirme que Madame Toumi, Madame la ministre algérienne de la culture, parce que j'allais dire communication, non, de la culture, utilise les arguments de ses amis, je dis bien ses amis, que je vais nommer par leur prénom. Elisabeth et Bernard utilisent les mêmes arguments de ses amis pour me combattre. Ce qui, je trouve, injuste. C'est injuste, c'est infondé. Mais là, vous nuancez un peu vos propos par rapport au premier enregistrement. Vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit qu'il n'y a pas. Non, le premier enregistrement, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je dis, actuellement, Madame la ministre m'attaque en me comparant à Garaudy comme étant un négationniste et un révisionniste. Je ne suis ni négationniste ni négationniste, parce que c'est elle qui devient négationniste, parce que elle occulte les assassinats, les meurtrissures, les crimes du Mossad sur les Palestiniens de Gaza. Ce que ses amis, M. Bernard et Mme Elisabeth, nient en même temps qu'elle. Et cette dame-là est encore ministre de la République algérienne. Mme Toumi a le droit d'avoir des préférences, d'avoir un penchant, d'avoir des sympathies pour ses amis sionistes, elle a le droit, que je respecte néanmoins. D'accord. Eh ben écoutez, vous avez des preuves pour apporter qu'elle a des amis sionistes, en fait, en gros, c'est ça, vous avez des preuves. Si elle vous attaque en justice pour diffamation, Je ne suis pas quelqu'un qui va dire, je vous accuse d'avoir des amis ou de ne pas avoir d'amis. Ce n'est pas mon rôle, monsieur. D'accord. Pour revenir à votre livre... Madame Toumi défend des thèses sionistes. D'accord. Pour revenir à votre livre, il est interdit en Algérie. Et là, vous êtes en France parce que vous avez peur. Alors, monsieur, attendez, monsieur. Officiellement, il n'y a aucune interdiction officielle de mon livre. Il y a des faits policiers atroces. Il y a des faits policiers qui ne relèvent d'aucun juge. Aucun juge n'a décidé à ce jour de dire que mon livre
pose problème ou il est interdit. Rien. Au contraire, mon livre a reçu l'agrément légal, il a reçu l'ISBN et il a reçu le dépôt légal. D'accord. Donc il n'y a pas Il n'y a pas. Normalement, il n'y a rien. Maintenant, les comportements policiers, je ne sais pas d'où ils viennent. Apparemment, le ministre de l'Intérieur dit qu'il ne savait pas de moi. Il accuse sa collègue de la culture. Il l'accuse. Et la culture dit les policiers ne relèvent pas de moi. Et elle accuse l'Intérieur. Donc, il n'y a aucun département ministériel, il n'y a aucun Marocain responsable de cette situation. Marocain, vous voulez dire par le portefeuille ministériel, hein, pour qu'il n'y ait pas de oui, Marocain, oui, bien sûr. Évidemment, je dis responsable ministériel, aucun magistère. Maintenant, en fait, vous avez quitté l'Algérie, vous êtes en France? Je suis en France, oui, monsieur, je suis en France. Et pourquoi vous avez quitté l'Algérie? Est-ce que vous avez peur pour votre sécurité? Est-ce que vous avez reçu des menaces? Oui, monsieur. Non, je n'ai pas peur, j'ai très peur. Est-ce que vous avez reçu des menaces par rapport à la publication de votre livre? Écoutez, monsieur, moi, toute ma vie, j'ai eu peur, et toute ma vie, j'ai écrit. Toute ma vie, j'ai écrit. Par rapport à cette peur-là, comme je n'ai pas le droit de ne pas réagir par rapport à la peur. Ils nous font peur, tous les Algériens ont peur, 35 millions d'Algériens ont peur. Il faut réagir à cela, contre cela. D'accord. Moi, je me suis réfugié en France. J'ai la chance. D'accord. Et est-ce que vous comptez publier votre livre en France? Est-ce que vous êtes en négociation avec des maisons d'édition? Mais oui, bien évidemment. Je publierai ce livre et d'autres livres. Mais moi, je ne suis pas marchand ni commercial. Je ne fais pas du business. Moi, je veux seulement m'exprimer. Mais c'est ça fait partie du deal, hein. Lui, il va pas vendre des livres sans gagner de l'argent, je veux dire. Oui, il a raison. Il veut gagner des sous. Moi, c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Mais s'il vous propose de publier votre livre, vous allez publier quand même, non? Non. Si je peux publier autrement, si je peux trouver un autre éditeur qui publie, qui lui aussi a des raisons commerciales et marchandes, il a raison. Mais d'une manière plus professionnelle, il va le faire en arabe, en français, en anglais, il va le faire dans le monde entier. Je prends. Et vous allez le publier tel quel ou il y aura des passages qui vont être retirés? Rien ne sera retiré. Bon, peut-être un mot ou deux, peut-être une faute. Il y a plein de fautes d'orthographe parce qu'on n'a pas mis de correcteur. Mais sur l'essentiel, sur le fond, je ne changerai rien du tout. D'accord. Absolument rien. Et quel est votre état d'esprit actuellement? Est-ce que vous avez des soutiens? Est-ce qu'il y a des intellectuels algériens ou autres qui sont solidaires de vous? Alors, je vais vous dire. Moi, tous les jours, mon problème, je passe 1 heure à vider ma boîte email. Je reçois à peu près 12 000 messages. J'ai trouvé aucun message négatif ou de colère ou d'insulte, rien. Que des messages de soutien, de sympathie, de donateurs. Ils veulent donner leur temps, leur argent, ils veulent. Je vous dis pas. Tous les jours, je reçois entre 8 et 12 000 messages. C'est dingue. Et mon problème, c'est comment vider ma boîte aux lettres parce qu'il est bloqué. D'accord. Une dernière question. Est-ce que vous avez des livres en chantier actuellement? Est-ce que vous préparez d'autres livres? Oui. Vous pouvez nous dire rapidement quelques mots? Oui, j'en ai deux. J'ai actuellement, j'ai changé un peu les priorités. J'ai actuellement un livre qui s'appelle Les Noces de Bnickelbonne. D'accord, Les Noces de Bnickelbonne. Oui. D'accord. J'ai un deuxième livre qui s'appelle La Vestale du Bachélif ou La fille du général. Attention, ne comprenez pas le général comme les généraux actuellement en Algérie. Oui. Ça n'a rien à voir. D'accord. C'est un général de la guerre d'Espagne, de la guerre républicaine espagnole, qui a élevé une Algérienne et cet Algérien-là, qui raconte, qui restitue. D'accord. Écoutez, mon éditeur belge m'a écrit 2 mots en disant je suis content que vous soyez vivant et pas en prison et vivant. Je dis je suis très content d'être en prison et vivant. Et vous demandez quand même de rentrer en Algérie et qu'il y ait un procès autour de vos propos. Donc oui, absolument, oui. Je souhaite avoir un procès. Je souhaite qu'ils me fassent un procès, parce que mon procès sera leur procès, c'est pas le mien. Moi, je ferai leur procès. D'accord. Je dirais, c'est vous qui poussez nos enfants à se jeter à la mer et à la mort. Et ça, avec démonstration, avec mes sondages, je vais leur dire,
Voilà pourquoi ces enfants se jettent à la mer et à la mort. Je leur prouverai qu'ils sont responsables. C'est pas aux jeunes qu'on juge, qu'on attrape à la mer, c'est à eux d'être jugés. C'est pas aux petits gamins de 16-17 ans, des gamins qui se jettent pour aller en Espagne, En Espagne, comment ils vont finir? Ils vont finir dans une porcherie, ils vont finir dans un poulailler. C'est la honte pour nous. Moi j'ai honte, moi je pleure. Juste une dernière question pour conclure. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps, 22 ou 25 ans, pour pouvoir, justement, pour écrire ce livre? Oui. Vous m'avez déjà posé la question, je vous ai déjà répondu, je vous réponds encore. Je ne pouvais pas écrire parce que mes enfants étaient petits. Je n'avais pas de maison, il fallait que je construise ma maison pierre par pierre, mur par mur. J'ai fait 3 crédits, il fallait que je les rembourse. Donc j'étais pris dans un chantage alimentaire. Il fallait que je travaille, il fallait que gagner le pain de mes enfants. Maintenant que mes enfants ont grandi, ils ont étudié, ils sont majeurs, ils sont brillants, ils ont appris mon métier mieux que moi. Alors maintenant ils m'ont libéré. Je suis un homme libre, je peux écrire. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions et je vous dis bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup, monsieur.